Bonsoir. Voilà, c'est la reprise des activités culturelles des grands débats. Et tout à l'heure, à la fin de la soirée, on vous donnera les 3 prochaines conférences qui s'étalent jusqu'à fin décembre. Comme ça, vous aurez toutes les dates des conférences. Ce qu'il faudra ajouter dans votre agenda, c'est que les Ulpanim ont repris dimanche. Il y a 3 classes avancées et débutants. Il y a une classe Ulpan junior. Ceux qui ont des petites filles, il y a une classe qui existe junior. On va ouvrir à partir de fin janvier les premiers séminaires d'études juives. Alors ceux qui pensent que c'est rattaché, c'est tout à fait, c'est que de la pensée juive, donc c'est la découverte des commentaires des textes, mais d'une manière un peu, pas yeshivatique, mais en termes compréhensifs pour tous les publics. Voilà. Et ce soir, on a un privilège, c'est qu'on accueille notre ami Denis Oliven qui a écrit un livre. Voilà, moi, je profite de Shabbatot pour lire des livres. Le livre de Denis Oliven, c'est un régal. Mais on peut ne pas être d'accord sur quelques points dans son livre, mais c'est vraiment un régal. Et je ne vous ai jamais parlé d'un livre de cette manière, jamais. Mais là, c'est très important. En tout cas, merci pour ce livre parce que ça réconforte beaucoup de familles, beaucoup de juifs, beaucoup de non-juifs qui découvrent que Citroën était un juif. Perer, c'est pas un boulevard. Donc vous allez découvrir au fur et à mesure de la soirée, et on remercie Alexis Lacroix qui est la cheville ouvrière de ces soirées pour l'animation, etc. Et merci à vous d'être là pour cette première conférence, et remercier l'équipe et son président Albert Elara de nous aider et en tout cas de nous donner les moyens de réaliser de telles soirées. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous, et c'est vrai qu'on est particulièrement heureux de vous retrouver pour ce nouveau cycle de l'année scolaire, si j'ose dire, avec un invité comme Denis Oliven. On ne le présente pas, vous le connaissez, il est essayiste, il est écrivain, il est aussi président du 2e groupe d'édition française qui s'appelle Editis. Il est également le président de CLI France, qui est un groupe de médias et de télévision, et il est évidemment l'auteur aussi d'essais remarqués dans le domaine notamment de l'économie. Mais là, c'est vrai que ce pas de côté méritait, je crois, d'être... J'ai plus de son, c'est ça. Ce pas de côté, c'est pas grave, je continue sans micro. Ce pas de côté méritait d'être salué, car pour la première fois, je crois, dans votre carrière, Denis Oliven, d'écrivain, pour la première fois, vous avez décidé... Bon, il ne marche pas non plus, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour la première fois dans votre carrière d'écrivain, vous avez décidé de vous attaquer, et comment, à ce très beau judaïsme français. Alors, Rafi l'a dit, il a fait part de son enthousiasme. Cet enthousiasme, c'est vrai que je le partage, et je crois que l'ensemble de nos auditeurs de ce soir, chers amis, vous allez le partager au terme de cette conversation. C'est le roman de 700 pages, une saga absolument prodigieuse, palpitante, pleine de rebondissements, pleine de bonheur aussi, mais largement, paradoxalement, largement méconnue. Cette saga, elle court sur plus de 1000 ans. Et Denis Oliven a décidé de, oui en fait 2000 ans, mais disons 1000 ans depuis Rachid et Abélard, et Denis Oliven a décidé, on va en parler dans un instant, de rassembler cette saga sous la forme d'un dictionnaire amoureux des Juifs de France, avec 114, oui, 114 entrées. 114 entrées qui sont autant de découvertes et qui sont aussi, évidemment, des manières très concrètes, très littéraires, très ramassées, aphoristiques, pourrait-on dire, de rappeler que le judaïsme forme une sorte de fil rouge de la nation française. Et c'est vrai que, à ceux qui en douteraient encore, au terme de la lecture de ce livre passionnant, de ce livre événement, ce dictionnaire amoureux des Juifs de France, on se dit qu'en fait, c'est vrai, la France sans les Juifs ne serait plus la France. Alors, première question pour commencer très simplement, Denis Oliven, vous qui, jusqu'ici, avez écrit un certain nombre d'ouvrages qui se rapportaient à des thématiques économiques, politiques notamment, je viens d'y faire référence, juridiques aussi, sur le pouvoir des juges, etc. Est-ce que c'est, entre autres, le déclic terrible du 7 octobre 2023
qui vous a mis sur la voie de ce travail très original, et il faut dire aussi très bien accueilli dans les communautés et hors des communautés. Je rends mon micro. Je crois que le micro ne fonctionne pas. Non, non, fonctionne pas. Bon, allez, on va parler sans micro. Il n'y a pas de micro? D'abord, ça va être mieux. merci de votre accueil d'abord, je suis ravi d'être avec vous. Je dois dire que l'un des plaisirs de ce livre, c'est de... J'ai jamais rencontré autant de juifs de ma vie. Et au fond, je découvre les juifs pour une raison que je vais vous expliquer tout de suite. C'est que moi, je viens d'une famille absolument juive qui n'a jamais dissimulé ses origines, mais qui s'était assez éloignée du judaïsme, en fait, de facto. Chez moi, la formule, je le raconte dans le livre, qui définissait notre rapport avec le fait d'être juif, c'était être juif, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. Donc on était un peu dans la lignée des Israélites du 19e siècle, principalement finalement juifs face à des antisémites. Il faut donner donc peut-être une précision biographique, elle est importante dans le cas de votre rapport à ce judaïsme français, Denis, c'est que vous êtes, par vos parents, d'origine allemande, venu du monde germanique. Et le père de Denis Oliven, Armand Oliven, qui est devenu un psychiatre célèbre et un poète aussi en France, est né dans l'Allemagne de la République de Weimar, qu'il a fui en raison de l'antisémitisme et du nazisme. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Mais bon, donc moi j'étais ce juif-là, c'est-à-dire je sais que je suis juif, j'ai jamais caché que je l'étais, et finalement ce livre montre que je m'y suis intéressé discrètement depuis 50 ans. Mais c'est le 7 octobre en effet qui m'a réveillé, parce qu'au moment du 7 octobre, avec la montée du nouvel antisémitisme, l'apparition de ce nouveau variant d'un virus ancien, je me suis aperçu dans les débats autour du judaïsme en France qu'il y avait une énorme ignorance des Français non juifs, et même juifs parfois, de la très grande et très extraordinaire histoire qui relie la France et les Juifs et la France. Une histoire si extraordinaire, et si extraordinaire au sens propre du terme, si atypique, si différente de tout ce qui s'est passé ailleurs en Europe, que les historiens ont même forgé un concept, le franco-judaïsme. Et donc, je me suis dit qu'il fallait combler cette ignorance. Bien sûr, il y a des tas de livres qui ont été écrits, encore récemment, et l'an dernier, je crois, Albin Michel a sorti une encyclopédie de l'histoire du judaïsme en France, mais ces livres étaient des livres pas faciles d'accès. Donc je me suis dit, comment on comble ce retard ou cette ignorance en faisant un livre qui soit plus facile à lire, et donc au lieu de faire une histoire chronologique et académique, je vais raconter en 3-4 pages à chaque fois des personnages, des juifs, qui se sont illustrés en France, des Français issus du judaïsme, même s'ils avaient rompu avec le judaïsme, comme par exemple, enfin rompu, même si leur famille s'était convertie, comme... Merci. Ça, j'aurai une voix à la fin de la... Ça va être plus facile pour moi. Même si... donc des juifs, en effet, tu as cité Alexis, Citroën, enfin tant d'autres, Gérard Houry, enfin que sais-je, de Rachy à Jean Ferrat, disons. Des Français issus du judaïsme, dont la famille s'est convertie, et dont on ne sait pas forcément d'ailleurs qu'ils viennent du judaïsme, comme Montaigne, Nostradamus, Proust, ou même le héros de la résistance d'Étienne d'Orve, vous savez, ce fameux poème, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Des gens dont on ne sait pas qu'ils étaient d'origine juive, et puis aussi des grands Français chrétiens, et qui ont, depuis le Moyen-Âge, depuis Abélard jusqu'à Jean-Paul Sartre, en passant par, pour moi, le plus grand de tous, Péguy ou d'autres, qui ont manifesté à l'égard des Juifs une aménité pascale, une compréhension, une fraternité, une amitié, qui souvent n'étaient pas communes à leur époque et qui méritent d'être soulignées. Alors justement, c'est un des points forts de ce dictionnaire foisonnant, 700 pages, 114 entrées. Vous avez sélectionné évidemment subjectivement, c'est le principe d'un dictionnaire amoureux, c'est ce qui le rend d'ailleurs très intéressant, très stimulant et aussi très émouvant. C'est un choix subjectif assumé par l'auteur. C'est vrai que le choix de mettre au cœur du dictionnaire
des figures de chrétiens, de Français, souvent chrétiens, d'obédience chrétienne, de culture chrétienne, comme Charles de Gaulle, comme Péguy, mais avant eux, comme Abélard. On peut dire aussi, d'une certaine manière aussi, comme Montaigne, même s'il avait une origine marane importante, qu'on va évoquer. Ce choix-là, il a une signification. C'est-à-dire que je crois que vous avez voulu dire, cher Denis, au travers de ce choix, que les Juifs en France, dans la longue histoire de ce pays, dans sa trajectoire de grandeur dans les nations, n'ont jamais été seuls, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ont été persécutés, il y a eu des moments très difficiles, mais ils n'ont jamais été seuls. Il y a toujours eu des mains amicales qui se sont tendues. Est-ce que c'est le sens que vous avez voulu donner? Oui, et plus que ça, parce que quand on regarde l'histoire, bon, il y a disons 3 périodes. Moi d'ailleurs, mon dictionnaire s'arrête dans les années 50. Les derniers personnages sont nés autour de 1900, pour une raison que je vais vous dire tout de suite. Mais il y a avant la Révolution. Avant la Révolution, la situation des Juifs en France est plus ou moins bonne. Disons jusqu'au XIVe siècle, elle est pas mal. Les Juifs cohabitent avec les chrétiens, ils sont sous la protection de l'Église. Ça se passe pas si mal. Et puis il y a l'expulsion du Royaume de France, comme il y a des expulsions partout en Europe. Mais il se trouve qu'en France, il y a des territoires sur lesquels les Juifs vont rester. En Provence, où les Juifs sont depuis le 1er siècle, parce qu'ils sont protégés par les États du pape. Donc ça veut dire qu'il y a des Juifs en France continuellement depuis le 1er siècle de notre ère, depuis 2000 ans. En Alsace-Lorraine, depuis le 9e siècle, et comme l'Alsace-Lorraine n'est pas française, quand elle va être incorporée à la France, elle y est incorporée avec des Juifs qui n'ont jamais quitté. À Bordeaux, où les Juifs reviennent à peu près au XVIe siècle, ce sont des Juifs faussement convertis qui ont quitté l'Espagne ou le Portugal, qui font semblant d'être chrétiens, mais qui ne le sont pas, et très vite, ils vont renouer avec leur confession, qu'ils continuent d'ailleurs de pratiquer secrètement. Donc même jusqu'avant la Révolution, il y a en France, ce qui n'y a pas d'autre exemple. Il n'y a plus de Juifs, ah si, peut-être en Allemagne, mais en Allemagne, ça s'est très très mal fini, comme vous le savez. Mais en Espagne, au Portugal, en Angleterre, ils ont été expulsés en 1270, ils vont revenir à la fin du 19e. Donc, avant la Révolution française, il y a sur le sol de ce qu'est devenu la France des Juifs qui vivent plus ou moins bien avec leurs voisins chrétiens. Pas comme les citoyens, bien sûr, mais pas non plus, en tout cas dans certaines zones de France, pas non plus persécutés. Et puis, il y a la deuxième période, c'est la Révolution. Et là, il se passe quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs et qui est en avance de phase sur tout ce qui va se passer ailleurs. En 1791, premier pays du monde occidental et même du monde tout court, la France donne la pleine citoyenneté aux Juifs sans leur demander de renoncer à être eux-mêmes. En Angleterre ou ailleurs, il y a des Juifs, mais ils se sont convertis. Les citoyens-là, ils demeurent Juifs. La seule chose qu'on leur demande, très important, c'est de pratiquer leur religion comme une affaire privée. C'est la fameuse formule de Clermont-Tonnerre qui fabrique l'émancipation, tout aux Juifs en tant que nation, en tant qu'individu, mais rien en tant que nation. Nation au sens de communauté. Donc vous pouvez être Juif, vous serez citoyen de plein exercice. Une fois que vous êtes citoyen, je ne me soucie pas de savoir quelle est votre origine et quelle est votre confession, mais simplement cette particularité, elle est privée, elle n'est pas publique. Dans l'espace public, on ne connaît que des Français, tous égaux et tous indistincts. Bon, bref. 1791. Et puis après, ça va continuer. En 1848, le premier pays au monde dans lequel, dans un gouvernement, il y a des ministres juifs, c'est la France. C'est en 48. En 1870, certains d'entre vous, sans doute, viennent d'Algérie, la France donne la nationalité française aux Juifs indigènes de sa colonie, l'Algérie. Aucun autre pays ne fait ça. En 1895, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, on peut le voir de manière négative. Un capitaine juif, bon déjà il y a des capitaines juifs, c'est pas dans tous les pays d'Europe qu'il y a des capitaines juifs. Un capitaine juif est accusé injustement d'être un traître parce qu'il est juif, au moment où fleurit un nouvel antisémitisme très puissant. Mais on peut le voir dans l'autre sens. Des Français, chrétiens, Péguy et Zola, Jaurès, Gued vont se dresser pour défendre un capitaine injustement accusé, et ce capitaine va être innocenté. Le père du philosophe Lévinas a dit à ses fils, à ses enfants, un pays qui est capable de se dresser pour défendre un capitaine juif accusé par les antisémites de traîtrise et qui le défend, c'est un pays où il faut courir, s'abriter tout de suite. Et je pourrais continuer. En 1926, je crois, la France élit un président de la République, Alexandre Mitterrand, dont la mère est juive.
en 1936, il y a un président du Conseil, le premier président du Conseil d'un pays occidental qui est juif, c'est Léon Blum. C'est-à-dire que le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti radical choisissent pour être leur leader au moment de la rupture du Front populaire, quelqu'un qui assume parfaitement qu'il est juif, qui est d'ailleurs en but à l'antisémitisme, et qui va devenir une grande figure. Donc ça, c'est cette chose-là extraordinaire, ce modèle qui n'a pas d'autre exemple, ce creuset français, et même pendant la guerre, je vais m'arrêter là, même pendant la guerre, bien sûr, il y a un gouvernement de Vichy, des collabos, des policiers français qui conduisent des enfants juifs ou des parents au Veldiv, mais à côté de ça, il y a 75% des juifs de France, des juifs vivant en France, qui vont être sauvés de l'extermination, alors que partout ailleurs, en Europe occupée, c'est 75 à 90% des juifs qui vont être exterminés. Et moi, je ne serais pas là si, en effet, mes grands-parents étaient allemands, ils ont fui l'Allemagne en 1938, tous les pays du monde fermaient leurs portes. L'une des entrées du dictionnaire, c'est sur une conférence qui a lieu à Évian en 1938, je crois, dans laquelle tous les pays du monde se réunissent parce que les Allemands sont prêts à exporter, si j'ose dire, leurs juifs. Si les pays les avaient accueillis, ils ne les auraient pas massacrés. Et aucun pays ne l'accepte. Si Haïti et la République dominicaine. Mais bon, bref, moi, ma famille est accueillie comme apatride par les Français, et ensuite, pendant la guerre, mon père va être caché avec d'autres enfants juifs par un médecin catholique qui dirige un sanatorium à Chamonix, et ce petit groupe d'héros modestes et ordinaires, anonymes, vont sauver une petite dizaine d'enfants juifs au péril de leur vie. Il y a une entrée du dictionnaire sur les Justes, vraiment les Justes, pour moi, une chose merveilleuse. Chaque fois qu'on lit la biographie d'un Juste, il y a eu la France, c'est le 3e pays par le nombre des Justes à être Hachem. Il y a 5000 Justes à peu près, mais les considèrent que pour chaque Juif, chaque Juste, pardon, que ces 5000 sont le centre d'un réseau de 500 000 à 600 000 Français qui ont participé aux chaînes du sauvetage. C'est énorme. Et donc, voilà, c'est ça la France, et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce dictionnaire, au-delà du fait de parler de la fraternité. C'est un modèle français, un creuset français, surtout à partir de 91, républicain, patriote, et qui va faire toute sa place aux Juifs, et qui va leur permettre de faire éclairer leurs talents, en ne tenant pas compte de leurs origines ou de leurs particularités, et en leur disant, si vous avez du talent et que vous êtes un citoyen français, déployez-le. Alors, vous connaissez évidemment la comparaison avec le monde allemand. Dans le monde allemand, un philosophe proche de Hannah Arendt, qui s'appelait Gershom Scholem, a dit « La symbiose judéo-allemande, elle a été une illusion. Hein. On a cru qu'on était intégré à la culture allemande, on a cru que les Allemands nous aimaient, parce qu'on était des grands musiciens, des grands peintres, des grands poètes, etc., ou des grands philosophes, mais en fait, pas du tout. Ce que vous célébrez, visiblement, dans ce dictionnaire, amoureux des Juifs de France de Denis Oliven, c'est une certaine symbiose judéo-française. Alors, vous êtes à Créteil, au cœur d'une communauté vibrante, républicaine, engagée, fraternelle, mais on ne peut pas ne pas vous poser la question ici, Denis. Beaucoup de Juifs en France ont la conviction que cette symbiose judéo-française est terminée, qu'elle est mise entre parenthèses, qu'elle est en tout cas gravement menacée. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir à Créteil à ce sujet ? D'abord, j'observerai qu'en effet, la symbiose allemande, comme c'est Hannah Arendt qui a dit ça, les Juifs pensaient adhérer à l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle, n'a pas adhéré aux Juifs. Mais vous voyez comment la France a traversé l'épreuve de la guerre, je viens de le dire, la symbiose franco-juive a tenu. Et moi, mon hypothèse aujourd'hui, c'est que elle tient toujours. Je reviens, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je reviens de Brive, j'étais à Brive-la-Gaillarde, il y a une foire des livres à Brive-la-Gaillarde. Donc mon éditeur a dit, viens signer tes livres là-bas. Je lui ai dit, à Brive-la-Gaillarde, mais c'est une terre de mission. Il n'y a pas un juif, donc ne t'attends pas à ce que je fasse des ventes remarquables, même si mon livre est fait pour les non-juifs autant pour les juifs, je crains malheureusement que les ventes soient moins bonnes. Il m'a dit, oh, on ne sait pas. Bon, et donc j'ai été signé à Brive-la-Gaillarde, et donc j'étais entre Roselyne Bachelot et Monsieur Martinez, ancien patron de la CGT. Ça vous a un peu dépaysé alors. Et j'ai signé quand même une cinquantaine de livres, je ne m'attendais pas du tout à ça, et pas un juif.
que des chrétiens. Alors c'est une grande terre de résistance, hein, la Corrèze. C'est une terre, et notamment une terre de juste. Mais c'était génial, parce que moi j'étais pas dans le microcosme parisien, si j'étais dans la France profonde, et j'ai trouvé justement qu'il y avait ce rapport avec les Juifs, qui est un rapport pas forcément dénué de préjugés. Je vais en dire un mot. Il est possible qu'ils aient des préjugés sur les Juifs, mais moi aussi j'ai des préjugés sur tout le monde. Pourquoi j'ai des préjugés sur les non-Juifs, sans doute? Ils ont des préjugés sur les Juifs, mais en revanche, ils ne supportent pas qu'on fasse du mal aux Juifs. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, ils me disaient, c'est dingue ce qui est en train de se passer. Ils étaient pleins d'empathie et de compassion, et ils ne se sentaient pas du tout et donc quand on dit à la télévision la France est antisémite, on accable des gens qui n'y sont pour rien. Donc maintenant, je reviens sur ce point. Quand on regarde, je disais tout à l'heure qu'il y a une variante du virus, un variant du virus antisémite. Donc, le premier l'antijudaïsme en Occident, en tous les cas, ça a été l'antijudaïsme chrétien. Dieu, peuple, les Juifs, peuple déicide. Et l'Église s'est purgée de son antijudaïsme d'une manière qui est vraiment remarquable avec Vatican II. D'ailleurs, je raconte dans l'une des entrées de ce dictionnaire, c'est un monsieur absolument extraordinaire qui s'appelait Jules Isaac, qui était un historien français, héros de la Grande Guerre, et qui a écrit le manuel dans lequel nos grands-parents, et même parfois nos parents, ont appris l'histoire de France, le Malais et Isaac. Et cet historien, qui était juif, alsacien, qui avait été compagnon de Péguy, etc., très fusiste, pendant la guerre, sa femme, sa fille, son gendre, son petit-fils ont été exterminés à Auschwitz. Il a échappé miraculeusement et son fils est revenu d'Auschwitz. Et après la guerre, il a décidé qu'il fallait guérir l'Église de son antijudaïsme. Passer de l'enseignement du mépris, selon ce terme de Denis, à l'enseignement de l'estime. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'estime prédomine. Non, j'y arrive. Oui, parfois, j'ai été trop vite. Je m'écarte, mais c'est parce que c'est trop vite. Et c'est lui, c'est Jules Isaac, qui a été l'inspirateur de Vatican II. Il a rencontré les deux papes successifs. Enfin, c'est une histoire extraordinaire et méconnue. Donc je reviens maintenant à notre donc, l'antijudaïsme chrétien purgé par Vatican II. Deuxième forme de l'antijudaïsme, au XIXe siècle, l'antijudaïsme socialiste. Les juifs rois de l'argent. Marx, quoi qu'il soit juif, Fourier, Proudhon, il y a un énorme anti-judaïsme socialiste. Celui-là, il a été purgé, enfin on le pensait, il ressurgit maintenant malheureusement, il a été purgé par l'affaire Dreyfus, à gauche, puisque l'affaire Dreyfus, c'est la gauche, Gued et Jaurès, finalement se laisse convaincre de défendre Dreyfus, et c'est comme ça que la gauche passe de la défense du prolétariat à la défense de l'humanité tout entière. Et ensuite, la gauche va être globalement l'avocate, va militer contre l'antisémitisme jusqu'à une date récente. Troisième forme du virus, l'antisémitisme proprement dit, celui qui nationaliste, xénophobe et racial, c'est le peuple, les juifs, race inférieure. Et lui, c'est évidemment la barbarie, l'épouvantable barbarie nazie qui va définitivement déconsidérer, ou quasiment déconsidérer cet antisémitisme, parce que ce dont je vous parle, l'antijudaïsme chrétien, l'antijudaïsme socialiste, ou l'antisémitisme racial, ils se répandent dans les sociétés en général, et même dans la société française, dans des proportions très grandes. C'est une très large fraction de la population qui reprend ces préjugés. Bon. On voit maintenant réapparaître la nouvelle forme du variant, c'est l'antisionisme, c'est l'antisémitisme antisioniste, qui repose sur l'équation tout juif est comptable d'Israël, tout Israël est comptable de son gouvernement, ce gouvernement étant génocidaire, tout juif est génocidaire. Cet antisémitisme, il a d'ailleurs une vertu, si je veux dire, c'est qu'il est moral. Puisque quand vous enlevez le chapeau d'un rabbin, ou quand vous tapez un jeune juif dans la rue, ou quand vous virez des enfants d'un avion, ou quand vous interrompez l'orchestre philharmonique, vous êtes dans le camp du bien, puisque vous faites du mal aux gens qui sont l'incarnation du mal.
Cet antisémitisme-là, violent, virulent, d'une forme nouvelle, il ne concerne qu'une toute petite partie de la population, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors évidemment, on y est, nous, vous, surtout ici, à Paris, dans les grandes villes, dans la banlieue des grandes villes, extrêmement exposés à sa violence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sondage très intéressant qui a été fait, une radiographie de l'antisémitisme en 2024, qui a été faite par la Fondapol et qui dit la chose suivante. 65% des Français n'ont pas de préjugés antisémites. 65%, c'est beaucoup quand même. Quand on parcourt l'histoire, quand on voit l'affaire Dreyfus, c'est 65% des Français au moins avaient des préjugés antisémites. Ensuite, il y a 25% des Français qui ont des préjugés antisémites, mais qui n'acceptent pas la violence contre les Juifs. Très important. Pas pareil d'avoir des préjugés et d'accepter ou pas la violence. Et puis, il y a 10% des Français. Alors, qui sont les populations des 25%? C'est qui les groupes considérés? C'est les jeunes de moins de 34 ans, gros problème. C'est la communauté arabo-musulmane, dans une proportion considérable. Je crois que si c'est 25%, la moyenne française, la communauté arabo-musulmane, c'est 40%. Et les électeurs d'extrême droite. Mais une fois encore, je répète, ils ont des préjugés, mais ils n'acceptent pas la violence contre les Juifs. C'est très différent de l'antisémitisme. Et puis il y a 10%, ça c'est le cœur du problème. Il y a 10% des interrogés qui non seulement ont des préjugés antisémites, mais qui acceptent ou souhaitent la violence contre les Juifs. Et ça, c'est qui? C'est les électeurs d'extrême gauche, 30% au lieu de 10%, donc 3 fois plus que la moyenne française. Ce sont les jeunes de moins de 34 ans, 26%, donc 2 fois et demi plus que la moyenne française, et c'est la communauté arabo-musulmane, 16%, donc 1 fois et demi plus. Et évidemment, les jeunes de 34 ans sont très nombreux chez les électeurs d'extrême gauche et très nombreux dans la communauté arabo-musulmane. Donc, une fois qu'on a vu ça, il me semble que ça donne un périmètre à l'action. Je pense qu'on ne doit pas dire les Français sont antisémites, parce que les pauvres gens de Brive-la-Gaillarde que j'ai rencontrés l'autre jour ne comprennent pas pourquoi on leur dit ça. En revanche, il faut désigner, en faisant attention à ne pas stigmatiser, mais il faut désigner qui. Donc il faut quoi? Il faut mener un combat politique contre l'extrême gauche. Je vais en dire un mot et je vais finir par là. Contre l'extrême gauche, et puis il faut essayer d'éduquer contre l'antisémitisme la jeunesse de ce pays, et sans doute faire un effort vis-à-vis de la communauté arabo-musulmane d'éducation aussi contre l'antisémitisme, parce qu'il faut que le monde musulman fasse le travail que le monde catholique a fait aux chrétiens, catholiques et protestants, sur son propre anti-judaïsme. Je ne dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est facile, mais on le fait dans un contexte qui est quand même plus favorable pour 2 raisons. La première, c'est que, là encore, je compare aux périodes précédentes où on a vécu l'antisémitisme. Il y a un consensus des forces politiques pour combattre l'antisémitisme en dehors de LFI. Même le RN, Marine Le Pen, par rapport à son père, Jean-Marie Le Pen, il était ouvertement antisémite, antisioniste et négationniste. Et le RN, en tout cas sa direction, a rompu avec ça. Alors moi, je ne sais pas sonder les reins et le cœur de Marine Le Pen, mais déjà c'est très important que cette force politique, officiellement, renonce à ces 3 éléments. Donc il reste LFI, mais sinon le consensus politique est défavorable à l'antisémitisme. Quand on voit ce qui se passe par exemple en Espagne, ou dans d'autres pays du monde, on est dans une situation très particulière. Et par ailleurs, on a un arsenal juridique, non seulement de lutte contre l'antisémitisme, mais de lutte contre le négationnisme, que très peu de pays ont. Donc, je ne dis pas que les choses sont faciles, mais si, dans les années 1880, des non-juifs et des juifs ont réussi à combattre et à vaincre un antisémitisme qui avait des proportions sans commune mesure avec aujourd'hui, il y avait des journaux antisémites, il y avait des élus antisémites, il y avait des livres antisémites, Drummond. Il y avait Drummond, qui était un vendeur de VCR comme il n'y en a plus aujourd'hui. On a réussi à les battre, à faire triompher les idées républicaines. Diable, on est quand même capable de lutter contre 10%
de la population. Alors, je sais bien tu disais comment on lutte contre l'axe islamo-gauchiste, hein, justement, c'était une des questions que tu voulais aborder. C'est vrai que on revient au dictionnaire, mais c'est intéressant. Comment on lutte contre LFI, contre l'axe islamo-gauchiste, sur le plan de la lutte politique et idéologique, bien sûr. Hein. Comment on lutte on lutte en désignant d'abord les vrais adversaires, en faisant pas une espèce de globalité sans dire qui est l'ennemi. Je pense qu'il faut combattre LFI directement, tant qu'en tout cas LFI ne s'est pas purgé les Anglais l'ont fait, hein. Le parti travailliste anglais de Corbyn était comme LFI, et les Anglais ont finalement, les travaillistes ont viré Corbyn et ont purgé leur parti de ce travail. Donc il faut combattre LFI, et tous ceux qui lui font des concessions, le PS parfois il les limite, et puis il faut faire un effort d'éducation, de travail sur la jeunesse, parce que le facteur de pessimisme qui s'oppose à mon optimisme, c'est que la dynamique n'est pas bonne, puisque ce sont les jeunes qui sont antisémites, ou antisionistes d'une manière antisémite. Donc c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui minoritaires, mais ils sont un jour majoritaires. Donc il faut absolument convaincre les pouvoirs publics d'un effort énorme de travail éducatif autour de cette jeunesse pour contrebattre ces idées. Moi, je suis la preuve vivante. Quand j'avais 17 ans, j'étais gauchiste. J'étais trotskiste, je dirigeais le comité France-Palestine de mon lycée. J'en ai fait du chemin. Et par ailleurs, j'étais persuadé que les Américains au Vietnam avaient commis un génocide à l'époque. Donc le nombre de conneries que j'ai pu dire quand j'avais 17 ans, et que mes parents ont écouté en silence en me disant ça lui passera, et ils ont raison, ça m'a passé. Donc je suis la preuve vivante qu'on peut changer, qu'on peut mûrir, qu'on peut grandir, qu'on peut s'éduquer, qu'on peut se former et qu'on peut revenir sur son passé. Donc je crois qu'il faut simplement pas renoncer devant 10% de gens, dont les jeunes. Il faut mener le combat. Et d'ailleurs, j'ai écrit ce livre pour ça, moi. C'est une petite gouttelette, mais j'ai écrit ce livre pour ça, en me disant, ne renonçons pas. Dictionnaire amoureux des Juifs de France, une ode au judaïsme, mais aussi une ode à la France. Peut-être une réaffirmation de votre confiance, de ta confiance, on peut se tutoyer, c'est plus sympathique, fondamentale dans ce pays étrange, mais qui a accueilli avec une aménité exceptionnelle les Juifs sur 2 millénaires. Alors justement, on ne peut pas détailler toutes les entrées, mais il y a des choses, on est quand même dans une maison un peu séfarade, hein, Denis, on ne peut pas te le cacher, tu t'en es peut-être aperçu, marocaine, algérienne, le premier écrivain séfarade. Ah, vous ne le connaissez pas, à mon avis, mais il est dans le dictionnaire de Denis Oliven. Il est né, je ne crois pas dire de bêtises, en 1803, c'est ça, Léon Gozlan, il s'appelait Léon Gozlan, d'origine algérienne, et il a été l'ami de Balzac, hein, c'est ça, je résume bien. Il était le secrétaire de Balzac. Le secrétaire de Balzac, pardon. Et donc un ami proche aussi, et il lui a consacré ensuite un livre de souvenirs. Qui est très chouette d'ailleurs. Oui, il y avait... Alors... La salle s'appelle Gozlan. La salle s'appelle Gozlan, mais c'est pas en l'honneur de ce Gozlan-là, ma fille, c'est ça, hein? Ah, dommage. On la rebaptisera. Je dois dire que comme oui, j'ai oublié de vous dire pourquoi mon dictionnaire, mais parce que je vais revenir à Gozlan, je ne m'éloigne pas. Pourquoi mon dictionnaire s'arrête dans les années 50? Parce que à partir des années 50, le franco-judaïsme ne disparaît pas, mais il se modifie. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'expérience de la guerre. Même si la France est exceptionnelle du point de vue du sauvetage des Juifs, il reste quand même les images de la collaboration, et puis il y a 75 000 Juifs vivant sur le sol français qui ont été déportés. Donc il y a quelque chose dans l'harmonie des rapports de la France et des Juifs qui est légèrement modifiée par la guerre. La deuxième raison, c'est la création de l'État d'Israël en 1948. Parce que jusqu'alors, les Juifs de France n'avaient qu'une patrie, la France. Avec la création de l'État d'Israël, même si pour l'essentiel d'entre eux, ils continuent à considérer que la France est leur unique patrie, ils sont quand même reliés à l'État d'Israël parce que Raymond Aron appelle un lien spirituel, ou parce que Emmanuel Lévinas appelle le pacte d'Auschwitz. Et même si au départ les Juifs français, les Israélites considèrent que la création de l'État d'Israël c'est un refuge pour ceux qui n'ont pas la chance, comme les Français, d'avoir une patrie, donc pour les Juifs russes, après pour les Juifs du monde arabe, chassés du monde arabe, il y a quand même la simplicité du lien des Juifs français avec leur pays
va être légèrement modifié. La troisième raison, c'est vous, enfin l'essentiel de vous, c'est le rapatriement des Juifs d'Afrique du Nord, parce que leur rapport avec leur judaïsme est beaucoup plus simple, j'allais dire, et ouvert que les Israélites français qui appliquaient strictement la règle de la Révolution. Le judaïsme est une affaire privée. André Chouraki, qui est un merveilleux traducteur de la Bible, a dit « ce sont les plus occidentaux des orientaux et les plus orientaux des occidentaux ». Et donc ça modifie le judaïsme, comme les Juifs d'Afrique du Nord représentent à partir des années 50 la moitié, voire plus, de la communauté juive de France, ça change la donne. Et puis, dernier point, peut-être beaucoup plus important que tout le reste, l'évolution des sociétés occidentales contemporaines qui, notamment après 68, font une beaucoup plus grande part à l'exaltation des différences, au droit des différences, à la marche des fiertés, comme disent les homosexuels avec la gay pride. Mais c'est pas seulement vrai des homosexuels. Chacun, dans la société contemporaine, a le droit d'exprimer sa différence. Le régionalisme ressurgit. Tout à coup, les Bretons ou les Basques, les religions s'expriment de manière plus ostentatoire. Par exemple, quelque chose qui, moi, n'existait pas quand j'avais 20 ans, le port de la kippa par des juifs dans la rue, devient quelque chose de plus courant. Enfin, toutes ces choses-là, qui sont une évolution de la société contemporaine, modifient non pas simplement le rapport des juifs avec la France, de manière générale, le rapport de la France avec ses minorités et de ses minorités avec la France. Parfois avec d'énormes problèmes, on le voit avec le voile, parce que ça vient entrer en collision avec l'unité, jusqu'alors l'unité sociétale de la République. Voilà. Donc, alors, malheureusement, du coup, comme mon dictionnaire s'arrête dans les années 50, mais j'espère que quelqu'un écrira un tome 2, du coup, les séfarades sont moins présents dans ce dictionnaire, parce qu'évidemment, jusqu'aux années 50, c'est les Bordelais, les Alsaciens, les Juifs comtadins, les Juifs du Midi, et puis les Juifs hollandais comme Citroën, on va juger de l'instant. Voilà. Mais j'ai quand même voulu que ce dictionnaire soit représentatif de la diversité du monde juif. Alors justement, tu Guillaume Gosselin. Voilà, Guillaume Gosselin. Alors attends, je lis juste deux, trois phrases. Ça donne envie, je pense aussi à nos auditeurs. Léon Gosselin naît à Marseille en 1803. Il va entamer des études au Collège Royal de la Cité phocéenne. Donc on est en 1803. Les Juifs peuvent entrer dans les collèges royaux. Interrompu par la faillite de l'entreprise paternelle. Il est maître d'études dans un pensionnat, puis s'embarque sur un navire qui cabote en Afrique. Donc il a un petit côté Rimbaud aussi, aventurier, aventureux. Matelot, négociant, aventurier, on ne sait pas très bien. Et tu ajoutes, il en rapporte des récits sur la véracité desquels on peut émettre des doutes. Et ensuite, donc, il va s'installer à Paris en 1828, et là, il va épouser une femme catholique, dont il aura une fille. Voilà, mais c'est en effet le premier écrivain séfarade français identifié en 1803, donc c'est avant que... il y avait une communauté juive algérienne, enfin d'origine algérienne, à Marseille. Et il y avait d'ailleurs, cette communauté organisait le négoce entre la France et l'Algérie, et elle a joué un rôle d'ailleurs au moment où les tensions ont commencé à se manifester très fortement entre la France et l'Algérie, ce qui allait conduire finalement à 1830, bref, toute l'histoire vous connaissez. Et lui donc, il est l'un de ces représentants de cette communauté juive de Marseille, et il va devenir un écrivain français. Je ne suis même pas sûr que... Alors, il sert de modèle à des personnages de Balzac. Je ne suis même pas sûr que les Français de l'époque, Balzac et ses amis, l'avaient identifié comme juif. Il était de Marseille, à leurs yeux. Voilà. Mais c'est en tout cas le premier séfarade écrivain de France. Alors, ensuite... Et d'ailleurs, l'un des premiers juifs qui soit devenu un écrivain notoire... dans la France du 19e siècle. Ensuite, il y aura André Suarez, justement, puisqu'on évoque le monde séfarade.
je m'adapte à la maison, on s'adapte à la maison. Hein. Donc on parle des Camondo. Alors les Camondo, c'est une très grande famille issue de la Turquie, hein, de l'Empire ottoman, et qui a fondé une dynastie de collectionneurs, de galeristes, de marchands d'art, merveilleuse. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire des Camondo? Parce que j'ai essayé de faire j'ai fait des entrées avec des personnages, mais j'ai aussi fait des entrées avec des catégories, par exemple les médecins, les mathématiciens juifs, les soldats juifs, parce qu'on ignore complètement. Si vous prenez sous l'Arc de Triomphe, sous l'une des arches, il y a les noms des généraux de l'Empire. Et parmi ces généraux, il y a un général, le général Wolf, qui est un juif alsacien et qui a été général de Napoléon. Donc dès le tout début du XIXe siècle, un soldat, son grand-père était d'ailleurs l'un des acteurs de l'émancipation, qui avait montré sa bravoure dans les guerres napoléoniennes, a été fait général, alors même qu'il était juif. Bon, après, il s'est converti sous la Restauration. Mais donc je fais une entrée sur les collectionneurs d'art, parce que les juifs, dont on disait que leur texte sacré leur interdisait d'être des artistes et de peindre, en fait se sont révélés à partir du XIXe siècle, à la fois quand ils sont devenus citoyens français et quand les liens avec la religion se sont assouplis, disons. Ils ont fabriqué d'abord des grands peintres, c'est l'école de Paris auquel je consacre une entrée, et surtout des grands collectionneurs d'art. Parmi les plus grands collectionneurs d'art français, il y a des fortunes juives du 19e, au premier rang desquels les Camondo, qui étaient donc les Rothschild de l'Empire ottoman, et qui se sont installés en France. Ils ont un destin tragique, parce que malheureusement, cette famille s'est éteinte pendant la guerre. Il y avait deux frères Camondo qui étaient deux richissimes collectionneurs. L'unique héritier de l'une des familles est mort en 1914, dans la guerre de 14-18, un héros de l'aviation, et l'autre famille a été exterminée à Auschwitz. J'ouvre une parenthèse, je consacre une entrée, j'essaie de comptabiliser dans ma tête les moments où je parle des séfarades. Il y a une entrée consacrée à l'opération Torche. L'opération Torche, c'est le débarquement des troupes alliées à Alger, organisé par qui? Par 200, 250, 300 jeunes juifs d'Alger qui participent à un réseau de résistance. Il y a quelques non-juifs parmi eux, mais très peu. Et c'est eux qui, en liaison avec les Alliés, vont prendre la ville d'Alger, ouvrir la ville d'Alger aux Alliés et permettre ce qui va être un changement, une étape majeure de la guerre, permettre que l'Algérie quitte l'emprise de Vichy et rentre dans le domaine d'abord des Alliés, ensuite de la France libre. Et ces jeunes juifs, dont plusieurs sont compagnons de la libération, notamment Aboulker, qui est l'un des et Carcassonne, je crois qu'ils sont deux compagnons de la libération. Ces jeunes juifs, beaucoup d'entre eux vont ensuite s'engager dans les forces françaises libres et combattre héroïquement, notamment à Monte Cassino. Et d'autre part, ils vont choisir De Gaulle contre Giraud. Au moment de vous savez qu'il y a eu un conflit pour qui allait diriger la France libre, et ces jeunes juifs d'Alger ont choisi De Gaulle et lui ont servi de service de sécurité au moment où ça chauffait. La Maison Gradis, une entreprise 3 fois séculaire. Alors ça aussi, là j'ai tout appris. Hein. J'ai appris beaucoup de choses dans ce dictionnaire, je suis sincère, avec toi, cher Denis, dictionnaire amoureux des Juifs de France. La Maison Gradis, alors elle est séfarade en diable, mais c'est ce côté séfarade qu'on a évoqué, qui est lié au phénomène marane et à la culture bordelaise, plus largement de l'Aquitaine bordelais et de Bayonne. Elle est fondée en 1685 par Diego Gradis, juif de cette nation portugaise qui s'établit à Bordeaux et à Bayonne après les expulsions de la péninsule ibérique. On peut dire qu'elle a eu une importance dans la structuration de la vie économique française, une importance beaucoup plus grande que celle qu'on perçoit habituellement quand on entend ce nom, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs une maison qui existe encore.
Encore aujourd'hui, il y a une maison Gradis qui appartient à la famille Gradis. Donc c'est l'une des grandes fortunes bordelaises. Ce sont des juifs portugais et qui ont fait fortune comme armateurs dans le commerce, notamment avec les empires. Ils ont d'ailleurs participé malheureusement à la traite négrière, même si on a accusé, il y a eu toute une crise d'antisémitisme aux États-Unis, où des militants radicaux blacks ont essayé de faire porter le poids de la traite négrière aux Juifs, ce qui d'ailleurs s'est révélé totalement faux. Les Juifs y ont joué une part tout à fait secondaire, et notamment les Gradis. Mais les Gradis, oui, c'est l'une des plus vieilles entreprises françaises, encore aujourd'hui, familiales, et qui continue d'être armateur et de faire de la navigation et du commerce. Alors, autre figure séfarade. Après, on va quand même parler de deux d'Ashkenaz. Il faut être un peu équitable, même si nous sommes à Créteil. C'est Crémieux, c'est les Crémieux. On peut dire que Crémieux, c'est un homme Adolphe Crémieux, a énormément fait dans le cadre de cette Troisième République, qui a été un moment de l'âge d'or, on peut dire, du franco-judaïsme. Il a énormément fait pour l'émancipation des Juifs, pour la mettre en œuvre réellement. Et il l'a fait notamment au travers de la création d'une institution de la République qui s'est appelée l'Alliance israélite universelle, et qui existe d'ailleurs toujours, mais qui, c'est vrai, dans sa longue histoire, a énormément fait pour l'émancipation des Juifs dans les terres d'Orient, en gros, du Maroc à l'Irak. Je résume à très grands traits. Je ne suis pas sûr que Crémieux n'est pas séfarade. Crémieux est juif. Ah pardon, je pensais qu'il était du Comtat. Il est du Comtat, enfin il est provençal, c'est un juif du pape. Or, les juifs du pape prétendent qu'ils ne sont ni séfarades ni ashkénazes. Ah bon, d'accord, je l'ignorais. Ils sont provençaux. Ah bon, d'accord. Mais ça relève quand même du monde séfarade, non? Non. Enfin, si tu leur demandes, non. Ils ont maintenant disparu, mais ils avaient leur propre langue, le judéo-provençal. C'est une histoire absolument merveilleuse. Je leur consacre plusieurs notices. Il y a encore des traces merveilleuses en Provence, à Cavaillon, à Carpentras, des vieilles synagogues. Et ce sont des juifs, c'est les plus anciens des juifs français. Ils ont les noms des villages du Midi. Ils s'appellent Lunel, Valabrègue, Vidal, Carcassonne. Naquet, et Crémieux est l'un d'entre eux. Crémieux, c'est le nom d'un village qui est dans la Drôme, je pense. Mais non, en revanche, Crémieux a joué un rôle décisif pour le monde séfarade. C'est lui qui a créé, en 1870, il était ministre, et il a fait le décret Crémieux. C'est lui qui a proposé que les Juifs d'Algérie reçoivent la nationalité française. Et d'ailleurs, on dit que c'était une injustice faite aux musulmans. C'est archi faux, parce qu'en vérité, il l'a proposé aussi aux musulmans. Et les musulmans refusaient. Parce que quelle était la condition d'entrer dans la nationalité du décret Crémieux? C'est que, comme je raconte ça aussi, je consacre une notice à Napoléon et les Juifs, très intéressant, comment Napoléon a fixé des conditions pour achever l'entrée dans la citoyenneté des Juifs. Donc le décret Crémieux supposait que les Juifs ou les musulmans renoncent à un certain nombre de leurs particularismes, notamment juridiques, qu'ils renoncent à la supériorité de leur loi sur la loi commune, la loi de la République, et à la supériorité de leurs tribunaux par rapport aux tribunaux communs. Et les Juifs ont accepté. Les Juifs qui étaient déjà dans un mouvement d'occidentalisation, les Juifs d'Algérie, on dit d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, on dit d'ailleurs que les Juifs d'Algérie sont aussi israélites que les Juifs alsaciens, comment dirais-je, d'ailleurs ça s'est montré, ça s'est prouvé au moment de la Grande Guerre, que leur engagement au service de la patrie et au service de la République est aussi puissant que celui des Juifs alsaciens. Il suffit de penser à Chaim Korsia, il est un bon exemple de ce judaïsme algérien, très 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 républicain, très patriote, très français. Oui, et puis on le voit aussi dans les victimes, dans les monuments aux morts, dans le nombre des combattants des deux guerres, 14-18 ou 39-45, qui viennent d'Afrique du Nord. Le sacrifice du sang,
les Juifs d'Algérie, à partir du moment où ils étaient français, j'avais montré, ça a joué un rôle très décisif dans le changement de point de vue des Français sur les Juifs, parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient des citoyens comme les autres, des patriotes égaux aux patriotes français. Par exemple, un personnage auquel je consacre une notice, Barès, l'écrivain Barès, qui était l'un des chantres de l'antisémitisme à partir de la guerre 14, et en voyant le sacrifice des Juifs au service de la patrie, a changé complètement de point de vue. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 4 familles spirituelles de la France, ou Les familles spirituelles de la France, et au nombre de ces familles, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les laïcs, et puis il y a les juifs. Ce qui, compte tenu de ce qu'il avait été, est très étonnant, et il a raconté une série de... Il a écrit une série de vignettes où il montre des personnages juifs et leurs sacrifices pendant la guerre, et notamment une histoire célèbre, est-ce qu'elle est vraie ou pas, d'un aumônier juif Plock qui, au milieu du combat du champ de bataille, voit un jeune soldat catholique qui réclame l'extrême onction et pense que Bloch, parce qu'à l'époque les rabbins avaient des tenues qui ressemblaient à ceux des catholiques, tout ça c'était l'israélitisme. Il pense que c'est un aumônier chrétien, et le rabbin Bloch lui donne l'extrême onction, et ensuite se fait lui-même faucher par la mitraille. Donc il a sacrifié sa vie en profit donner un dernier signe d'humanité à un soldat chrétien. Et Barès raconte ça, et pour lui c'est la divine surprise dans son rapport avec les Juifs. Bonne divine surprise, il y a la mauvaise aussi. Denis, c'est passionnant, dictionnaire amoureux des Juifs de France, on ne peut pas parler de toutes les entrées. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous le procurer. 114 entrées, on ne pourra pas les résumer. Mais encore quelques questions, et après on va dialoguer avec vous, chers amis. De Gaulle. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ton amour de la France, vibrant, sincère, pour partie transmis par tes parents, se diffracte, se irradie, ce dictionnaire. Voilà. Et De Gaulle, alors, on va dire que, bon, allez, tu vas à l'encontre d'une vulgate qui existe, et que d'ailleurs, mon cher Raymond Aron a un peu fixé dans le marbre, il faut dire les choses comme elles sont. D'un De Gaulle qui serait, depuis 67, depuis l'annexion, enfin la colonisation de la Judée-Samarie, un ennemi implacable d'Israël et des Juifs. Tu relativises grandement cette réputation en rappelant d'ailleurs aussi sa réflexion ambiguë, mais en fait pas du tout hostile, quand il reçoit tous ces gens qui viennent le rejoindre à Londres et qui pour beaucoup sont des Juifs. Boris, Aaron, etc. Il dit « J'attendais la France des cathédrales et j'ai retrouvé celle des synagogues ». Bon, alors évidemment, il n'a pas très bonne presse à cause de 67, et il a encore moins bonne presse chez les Juifs qui viennent d'Algérie, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les Juifs, mais qui sont liées à son rapport avec l'Algérie. Bon, c'est un autre problème. Mais si on se concentre sur la question de De Gaulle et des Juifs, d'abord, De Gaulle vient d'une famille nationaliste, catholique, traditionnaliste, proche de l'Action française, et pourtant sa famille n'est pas antisémite, c'est absolument exceptionnel. Son père est un ami de Bergson, philosophe juif, et pendant l'affaire Dreyfus, ils ne sont pas, sans doute pas dreyfusistes, mais ils ne sont pas anti-dreyfusards, ce qui est rarissime compte tenu de leur famille, de leur origine. Donc déjà, point 1, c'est très étonnant. Point 2, on ne trouve quasiment, sauf quand il est très jeune en Pologne, aucune trace, dans aucun écrit privé ou public de Gaulle d'antisémitisme. Aucune. Point 3, avant la guerre, il a des rapports avec des juifs très importants. Notamment sa doctrine militaire lui vient d'un colonel juif qui s'appelle le colonel Meyer, dont il est très proche. Et puis il est très proche de Georges Mandel, un homme politique de droite très important, un peu oublié aujourd'hui, et qui va jouer un rôle décisif dans le destin de Gaulle, parce que quand les Anglais proposent à Georges Mandel de fuir à Londres, enfin pas de fuir, de partir à Londres, et de prendre la tête du gouvernement français en exil, Mandel leur dit non, moi je ne peux pas, je suis juif. Donc je veux pas, d'abord, je ne veux pas, d'abord je pense qu'un juif à la tête du gouvernement français en exil, c'est pas une bonne idée, et ensuite je n'ai pas envie de quitter mon pays, on m'accuserait d'avoir fui. C'est De Gaulle, et il convainc De Gaulle de partir à Londres. Donc si Mandel n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé?
Ensuite, De Gaulle à Londres est entouré de juifs. Il n'y a pas que des juifs, mais il y a beaucoup de juifs. Et ces juifs, il les traite avec une parfaite égalité par rapport aux autres. Un jour, par exemple, il y a un homme qui s'appelle Georges Boris, qui a déjà une cinquantaine d'années, qui est un conseiller de Blum, qui arrive pour le rejoindre. Et l'un des types du cabinet de Gaulle, quand Boris est sorti, lui dit, vous savez, ce Boris, non seulement il est socialiste, mais en plus il est juif. Donc méfiez-vous. De Gaulle lui dit, je ne sais pas ce qu'il est, mais il a 45 ans, il a fait la première guerre, il a traversé le Chanel pour venir rejoindre et se battre. Moi, ce que je vois, c'est un Français exemplaire, donc ne me faites plus jamais ce genre de réflexion. Et il a tout autour de lui un tas de juifs, ou parfois de juifs convertis, Schumann, Palevski, etc., et il les traitera toujours. Et pendant la guerre, il a des relations très proches avec, c'est pas encore l'État d'Israël, c'est le Yishuv, mais avec les forces combattantes juives en Palestine, autour de l'affaire de la Syrie, et il a beaucoup d'admiration pour eux. Après la guerre, au moment de la création de l'État juif, il soutient la création de l'État d'Israël. Et quand il est élu président, il invite 2 fois Ben Gourion à l'Élysée. Et publiquement, il dit cet homme est le plus grand homme d'État du XXe siècle. Une confrontation des tailles, hein, ça devait être un peu dans la confrontation des tailles, mais 2 géants. Même si Ben Gourion était tout petit. Et De Gaulle a de l'admiration pour Ben Gourion. Et d'ailleurs, il va entretenir avec lui une correspondance jusqu'à leur mort. Et puis, il y a cette fameuse affaire de 67. Et en 67, De Gaulle considère qu'Israël fait une erreur. Il a le droit, après tout. Il considère qu'Israël fait une erreur de faire une guerre préemptive. C'est-à-dire de frapper avant, peut-être parce qu'il ne croit pas à la menace, lui, alors que les Israéliens savent qu'elle existe. Et donc, il condamne cette guerre préemptive, la guerre des 6 jours. Et d'autre part, il condamne l'occupation des territoires. En effet, il écrit un texte qu'on peut regarder aujourd'hui avec peut-être plus de recul qu'en 67, dans lequel il dit « mais c'est un poison. L'occupation de ces territoires, ça va vous empoisonner. » Donc il considère qu'Israël fait 2 grosses erreurs. Et il le dit publiquement, et il rompt. Alors pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il le pense. Romain Gary, juif, compagnon de la Libération, il y a beaucoup de compagnons de la Libération juifs, ami de De Gaulle, admirateur de De Gaulle, écrit un texte merveilleux sur De Gaulle à sa mort, je recommande de lire, dont j'ai oublié le titre, mais qui est un petit texte génial. Romain Gary dit, bah oui, il dit sûr de lui et dominateur, mais pour De Gaulle, c'est un compliment. Si on avait dit les nationalistes de Gaulle, si on avait dit les Français sur lui et dominateur, il aurait considéré que c'était chic. Donc pour lui, ça fait partie de son admiration des Juifs. Et d'autre part, mais Gary dit, De Gaulle a été vexé en fait par Israël. Il avait toujours été l'ami d'Israël, il avait soutenu Israël, et quand il donne un conseil à Israël, Israël ne l'écoute pas. Compte tenu de l'orgueil de Gaulle, c'est énorme. Gary dit, De Gaulle espérait que les Juifs le prennent pour Moïse. Et non, c'est pas ce qu'ils ont considéré, alors ça l'a blessé. Voilà, mais en dehors de ça, et alors il se prend une tempête, De Gaulle, après la guerre, beaucoup de Juifs qui avaient été des gaullistes, Raymond Aron et tant d'autres, lui font, et même René Cassin, autre Juif auquel De Gaulle rendra des honneurs énormes, enfin beaucoup de Juifs qui ont été ses compagnons lui reprochent, et malgré la tempête, le déluge qui se prend, il ne changera pas, il ne va pas devenir désagréable à l'égard des Juifs. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Raymond Barre. Raymond Barre qui a eu cette formule malheureuse des Français innocents à Copernic. Et il s'est pris une grosse volée de bois vert. Et ça, il en a conçu une hostilité à l'égard des Juifs qui s'est traduite ensuite, il a tenu des propos antisémites. À la fin de sa vie. À la fin de sa vie. De Gaulle, lui, les Juifs l'ont engueulé, ça ne l'a pas fait changer d'un iota. Donc, j'ai intitulé mon chapitre sur De Gaulle, pour lequel j'ai une immense admiration, De Gaulle, l'ami des Juifs. Alors, l'ami des Juifs, l'ami aussi de Marcel Dassault, hein, le lien entre De Gaulle, les gaullistes et la famille Dassault est très étroit. Qu'est-ce qu'on peut dire de la contribution de cette famille, alors juive alsacienne, pour le coup, ce qui s'appelait Bloch à l'origine, considérable, oui, il s'appelait Bloch. Alsaco, Lorraine. Séfarade, non, pas du tout.
parce que la mère d'Asso, de Marcel, appartenait à l'une des grandes familles, comme les Camondo, à l'une des très grandes familles juives séfarades du monde ottoman. Donc c'était déjà un embryon de la mixité actuelle ashkénazo-séfarade. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce lien consubstantiel très étroit tout au long de la Ve qui existe entre le clan de Gaulle et le clan d'Asso, qui a structuré, on va dire, industriellement la Ve République? C'est pas, enfin, moi, ce qui m'a intéressé dans Dassault, c'est comme dans Citroën, j'ai essayé de faire un panorama des contributions des Juifs, de la manière dont les Juifs avaient contribué à la grandeur de la France, et dont la France leur avait permis de déployer leur talent, ce qui n'est pas si fréquent. Donc, en effet, dans les grands industriels français, il y a Citroën, qui était juif, et il y a Dassault. Et ça n'a pas. Alors, bien sûr, il a changé son nom, mais tout le monde savait qui il était. Il a fini converti. En tout cas, il a été enterré de manière catholique, mais je crois que personne n'ignorait qui il était. Ça n'a pas empêché d'être l'homme de l'industrie de l'armement en France. Et c'est ça la grandeur du modèle français. Et d'ailleurs, il a l'un de ses fils revenu, je crois, au judaïsme. C'est un peu comme les Debré. Ça fait partie de ces grandes familles, les Debré, Michel Debré. Voilà, la France, dans la famille Debré, il y a Debré, puis Jean-Louis, puis tout ça, c'est une vieille famille de juifs. Robert Debré, le médecin de juifs, le grand-père de Michel Debré était rabbin. Dans quel autre pays en Europe une chose semblable s'est produite, dans lequel on a accepté, accueilli aimablement des Juifs, convertis ou pas, dès lors que leur talent était grand et leur contribution à la France importante. Même encore aujourd'hui, dans ce pays dont on dit qu'il est antisémite. Moi, j'ai été me promener, enfin pas me promener, mais j'ai voulu assister rue Soufflot à l'arrivée du cénotaphe de Robert Badinter. Il y avait sur le long des barrières des dizaines et des dizaines, des centaines de Français, dont je pense qu'une infime minorité était juive. C'était des Français qui admiraient et qui voulaient rendre hommage à quelqu'un qui, pour eux, quoi qu'il fût juif, et en s'en moquant parfaitement, comme de leur première chemise, était l'illustration de la grandeur de la France, de l'abolition de la peine de mort, de la justice. On a fait rentrer au Panthéon ce pays dont on dit qu'il est antisémite, a fait rentrer au Panthéon en l'espace de quelques années Jean Zay, Simone Veil. Vous vous rendez compte que Simone Veil était la femme préférée des Français? C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça en Espagne, pas en Angleterre. Et demain Marc Bloch. Badinter et demain Marc Bloch, en l'espace de quelques années. Au moment où on a par ailleurs, et très justement d'ailleurs, dénoncer l'antisémitisme. Donc quand je dis, il ne faut pas dire la France est antisémite, c'est ça que je veux dire. Et je vous assure que la foule qui était le long de Badinter, elle n'était pas antisémite du tout. D'ailleurs, elle se fichait, je crois, au fond qu'il soit juif. Et c'est ça la beauté du modèle français. C'est que il se fout qu'il est juif. L'important, c'est sa contribution à la nation. Dictionnaire amoureux des Juifs de France, on ne peut pas évoquer toutes les entrées, mais une dernière, et après on passe aux questions, parce que notre échange a été passionnant, cher Denis. C'est André Citroën. Alors lui aussi, c'est, on va dire, un très grand de l'industrie française. Il a créé une marque d'automobile qui existe aujourd'hui toujours, même si elle disparaît sous l'intitulé plus large. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa vie? Alors, elle commence mal, hein. Son père, hollandais, est ruiné. Donc son démarrage dans la vie est difficile, mais il va connaître une forme de résilience et ensuite de réussite absolument spectaculaire. Là encore, hein, c'est une bonne illustration de mon propos. Voilà un gars qui est étranger, qui est hollandais, juif, d'une famille faillie, et donc père s'est suicidé. Et pourtant, il est brillant élève, il fait Polytechnique et il va devenir le plus grand industriel français, l'inventeur, en tout cas le co-inventeur de l'industrie automobile. Personne ne lui a demandé, personne n'a mis de frein à son développement. Au contraire, à partir du moment où il a montré
montrer son talent, ce talent a pu se... Et il y a une autre histoire, qui est, alors les inventions de Citroën sont incroyables, mais il y a une autre histoire, c'est qu'on dit, oui, les Juifs se serrent les coudes entre eux, enfin les antisémites disent ça. Et en fait, Citroën, les vrais gros ennuis qu'il va avoir, c'est avec la banque Lazare, qui était sa banque, qui était une banque 100% juive, André Meyer qui la dirigeait, et qui va le trahir au profit de la famille Michelin, qui sont des gens de Clermont-Ferrand, plutôt des catholiques à la Bolloré, tout à fait catholiques. Voilà. Donc, complot juif, bof. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire de Citroën, parce qu'elle est merveilleuse à tous égards. Mais je regrette une chose, et puis après je m'arrête, c'est que nous n'ayons parlé que des juifs là. Parce qu'il y a dans ce dictionnaire des personnages, notamment. Alors, Peggy. On finit par Peggy, justement. On voulait finir par Peggy. Peggy, il est connu comme écrivain, mais moins peut-être de personnes savent ce que tu rappelles et qui est évidemment fondamental. C'est que Peggy, au travers de son œuvre de philosophe, de polémiste, de poète, a mené un combat inlassable contre l'antisémitisme qui va au-delà même de sa seule défense de Dreyfus. Et on sait que son meilleur ami, employons l'expression romantique, son meilleur ami, c'est Bernard Lazare. Donc là aussi, c'est quelque chose d'unique qui t'émeut au tréfonds, visiblement au tréfonds. C'est quelque chose d'unique que l'Allemagne n'avait pas. Et d'ailleurs, Gershom Scholem, toujours lui, disait, en Allemagne, nous n'avons aucun équivalent de Charles Péguy. Aucun Allemand ne s'est levé pour les Juifs comme Charles Péguy l'a fait en France. On peut terminer par ça. Oui, j'ai pensé à lui, à Brive-la-Gaillarde, à lui et à d'autres Français extraordinaires dans leur rapport avec les Juifs. Mais Péguy, il est le fils d'une chaisière de Chartres. Donc il vient d'un milieu très populaire. À l'époque, les milieux populaires étaient très antisémites. Ensuite, il est socialiste quand il est jeune étudiant. À une époque où le socialisme est pollué par l'antisémitisme, enfin l'antijudaïsme. Et après, il va changer, il va revenir à la foi de sa famille, devenir un chrétien et nationaliste, à l'époque, une fois encore, où c'est les chrétiens nationalistes qui sont le vecteur du nouvel antisémitisme. Et pourtant, il est d'un philo-sémitisme incroyable. Et encore, un philo-sémitisme non suspect. Vous connaissez la formule, c'est quoi un philo-sémite? Un philo-sémite, pardon, c'est un antisémite qui aime les juifs. Lui, il n'est pas du tout ça. Il a simplement une fraternité, une humanité qui est absolument incroyable. Il va être l'un des acteurs fervents de la bataille pour Dreyfus. Et après, il n'aura de cesse que de défendre les juifs contre l'antisémitisme, dans son milieu et partout, avec une intégrité, un courage dans ses textes. Et quand on lit le texte qui s'appelle Notre jeunesse, qui est ses mémoires, il comprend le fait juif avec une sensibilité qui est incroyable. Et quand il est mort en 14, donc, et sa veuve a fait apposer sur l'un des murs de la synagogue de la Victoire une plaque en disant qu'elle souhaitait qu'on rappelle la mémoire de Péguy au milieu de ses camarades israélites qui avaient été, comme lui, fauchés pendant la Grande Guerre. Pas mal. Tu évoquais tout à l'heure Jules Isaac et cet enseignement de l'estime qui s'est substitué à l'enseignement du mépris, c'est-à-dire une Église catholique qui rompt avec son anti-judaïsme. Est-ce qu'on peut dire qu'une des premières pierres, en quelque sorte préhistorique, de cette évolution, on la trouve dans le christianisme un peu hérétique, il faut bien dire les choses comme elles sont, de Charles Péguy? C'est l'un des éléments qu'on trouve. Il y a d'autres personnages que je cite qui, dès le départ, il y a des chrétiens qui considèrent que, pas seulement comme le disait la théologie des Moyen-Âge, que les Juifs sont le peuple témoin du christianisme, parce que le Christ est né juif, mais tout au long de l'histoire, il y a des chrétiens qui auront ce rapport-là avec les Juifs, qui considéreront, comme on dira ensuite, que les Juifs sont leurs frères aînés. Et que, parce qu'ils sont leurs frères aînés ou leurs sœurs aînées, les chrétiens doivent avoir pour eux une amitié ou une aménité particulière. Péguy en est un exemple, il y en a d'autres. Il y a plusieurs entrées dans le texte qui leur sont consacrées. Pascal, Racine et d'autres. Et alors on pense souvent à Héloïse et Abélard, mais Abélard c'est aussi l'ami des Juifs. Et on est
au cœur de, si j'ose dire, la nuit moyenâgeuse. Donc là aussi, tu dissipes des préjugés immenses qu'on peut avoir sur cette France médiévale. Elle n'était pas unanimement, elle était majoritairement, mais elle n'était pas complètement antisémite. On peut dire ça comme ça. Absolument. Même si, bien sûr, il faut lire ça sans illusion rétrospective, parce que même les gens qui défendent les Juifs ont des propos plein de préjugés sur les Juifs, y compris les Juifs eux-mêmes. Dans la recherche du temps perdu de Proust, il y a un personnage Bloch qui est un juif antisémite, et quand on lit les textes du 19e, il y a beaucoup de juifs, même Bernard Lazare au début, qui eux-mêmes véhiculent des préjugés antisémites. Les juifs bordelais ont des préjugés contre les Alsaciens contre les juifs d'Afrique du Nord ou d'Europe centrale, etc. etc. Donc, tu peux même dire que Proust lui-même, sous sa plume, quand il dit que Swann, en vieillissant, avait de plus en plus le nez ethnique, bon, aujourd'hui, un écrivain qui écrirait ça, on risquerait de lui faire un procès à la LICRA. Non? Absolument. Ouais. On termine et puis on passe aux questions. Ouais. Merci beaucoup, on t'applaudit d'abord. Merci à tous pour ces échanges très éclairants et stimulants. Dictionnaire amoureux des Juifs de France aux éditions Plomb. Il faut absolument le lire pour prolonger cette conversation. Chers amis, c'est à vous. Et donc, n'hésitez pas, on peut évoquer d'autres personnages. Évidemment, il y en a plein d'autres. On n'a pas pu parler de tous dans le cadre de cette soirée à la maison communautaire de Créteil. Non, on pose une question, on ne refait pas la conférence. Non, on ne refait pas la conférence, mais ils ont le droit de compléter. Parce que dans chaque juif sommet, il y a un conférencier. Ah, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. On voit que tu les connais bien, Rafi. Ouais, tu les as dissuadés, là. Allez-y. Alors, voilà un ami chrétien très fidèle. Ah oui, c'est un ami chrétien. Comme sa tête le rappelle. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Vous n'avez pas parlé, Monsieur Oliven, de votre parcours professionnel que je découvrais sur Wikipédia et pluridisciplinaire, qui est complètement impressionnant. Au passage, à Blois, fin août, je voyais un livre à disposition sur Henri Weber, et un livre extraordinaire. Et en termes de bonheur, d'amitié, on voit qu'il y a des parcours individuels. Dans une perspective chrétienne, aujourd'hui, en fait, si on a une ambition d'évangélisation, ne pas connaître le judaïsme, c'est juste bloquant aujourd'hui. Et il y a des enjeux de loyauté pour tous et de mémoire. Comment vous avez parlé des risques, notamment côté jeunesse. Vous avez dit que votre livre allait dans ce sens-là. Avant vous, Michel Onfray est passé à cette tribune et il évoquait... C'est un autre genre, hein. Voilà, le pape des humanistes majoritaires en France, il était favorable, et je crois aussi, au concordat, avoir un cadre moteur d'éducation. Donc, est-ce qu'il y a des outils juridiques auxquels vous pensez pour la France? Et autre volet de la question, on voit que l'Occident s'ouvre à Damas, alors qu'il y a le capital mondial des musulmans, alors qu'il y avait un blocage depuis 1967. Il va se passer nécessairement, en termes de dialogue, beaucoup de choses entre Damas, Jérusalem, Beyrouth. Comment voyez-vous les quelques leviers à long terme? Merci beaucoup. Alors ça fait déjà beaucoup de questions dans la question. Il va vous répondre. Merci. Merci. Écoutez, d'abord, je pense qu'en effet, si je reparle de votre dernière question, le niveau de température au Moyen-Orient a un effet, on dit d'ailleurs au Proche-Orient en français, a évidemment un effet sur la température ici.
Donc si les choses prennent le chemin d'une pacification au Proche-Orient, le niveau d'agressivité en France va sans doute baisser, même si je crains que le dentifrice sorti de son tube ne rentre pas. Et notamment, ça fait 30 ans que les militants activistes radicaux pro-palestiniens parlent de génocide, personne ne les écoutait. Ils ont réussi, cette fois-ci, à laisser penser qu'il y avait un génocide, ce qui, de mon point de vue, est absolument faux. Et donc, ça c'est un effet extrêmement destructeur, ou en tout cas très nourrissant pour l'antisémitisme. Donc, si les choses progressent au Proche-Orient, et elles ont l'air de prendre ce chemin, l'intensité va baisser. Ensuite, comment on agit, moi, il y a peut-être des instruments juridiques, mais je ne connais pas le sujet. Je pense qu'il y a un effort pédagogique à faire, et on a concentré la lutte contre l'antisémitisme autour de la question de l'enseignement de la Shoah. Ce qui est très important, mais à mes yeux, c'est très insuffisant. Parce que les Juifs, c'est pas que la Shoah. Il faut apprendre, la plupart des jeunes des cités qui sont sujets à l'antisémitisme n'ont jamais vu un Juif, ne savent pas ce que c'est, n'ont aucune idée. Ils ne savent pas que tout ce que je raconte dans mon bouquin. Et il n'y a pas que les jeunes. L'autre jour, j'ai été frappé d'une chose. Notre Premier ministre, de très bonne foi, vraiment de très bonne foi, et je suis sûr de ses bonnes intentions, a dit à l'Assemblée, quand on pense, parce qu'il voulait lutter contre l'antisémitisme, il a dit les Juifs représentent moins d'1% de la population, et pourtant ils sont l'objet de X% des actes xénophobes, il a dit. Xénophobe, ça veut dire littéralement l'angoisse de l'étranger. Donc pour lui, juif égale étranger. Il n'a pas fait de mauvaise foi, mais on voit l'étendue du travail qu'il a à faire. C'est même ça qui m'a motivé. Donc je pense qu'il faut qu'on investisse lourdement et qu'on transforme l'éducation sur les Juifs. Voilà, c'est mon point de vue. Encore une question, une dernière question. Je réponds brièvement. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour ce livre. Je suis en train de le lire, il est plutôt sympa et on apprend énormément de choses, effectivement. Premièrement, je voudrais m'adresser à M. Lacroix. Aucun juif les colons en Judée-Samarie. Je pense. C'est mon avis. Ah, tout à fait. Non, mais moi j'évoquais. Non, je réponds tout de suite. J'évoquais 67 et la polémique entre De Gaulle et Aron sur cette question. Pour moi, c'était pas un jugement de valeur de ma part. Mais pour moi, aucun juif les colons en Judée-Samarie. Oui, je suis d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Donc je tenais à dire ça. Ensuite, ce que je voulais dire, on l'avait évoqué, M. Oliven, il est vrai que pour lutter contre l'antisémitisme, vous disiez donc il faut faire une éducation, faire connaître les Juifs, autant soit peu qu'on peut le faire. Mais pensez-vous, vous qui êtes un homme de médias, que les médias sur le conflit israélo-palestinien ont été plutôt partial, et ils ont partial au niveau palestinien, parce que j'estime que, pour moi, on a trop travaillé la victimisation des Palestiniens sans parler du besoin sécuritaire d'Israël. Et en fait, ça a été un biais et c'est un facteur aggravant pour l'antisémitisme de France. C'est ce que je pense. Excusez-moi pour mon émotion, je n'ai pas l'habitude de parler en public. C'est ça, on sera une autre conférence. Merci. Un autre sujet. Mais oui, bien sûr, les médias, vous savez, les médias, bon, d'abord les médias sont polarisés. Comme tout le débat, on voit bien qu'on a une aggravation de la polarisation du débat public, beaucoup plus qu'avant. Donc les médias sont polarisés. Donc les médias. Ah oui, pardon. Oui, bien sûr. Alors les médias en France, le secteur public. C'est ça qui nous a profondément choqués. Le secteur public, il est plutôt de gauche en fait en France, parce qu'il considère que les médias appartenant à des milliardaires plutôt de droite, il faut faire contrepoids. Bon, après c'est une discussion qu'on peut avoir. Et en effet, les médias ont un biais. Alors,
généralement, ce qui s'est passé pendant la guerre de Gaza, les images, etc., ça pousse, ça pousse à la compassion pour ceux qui sont sous les bombes, c'est normal, c'est dans tous les conflits, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un sujet mystérieux, par exemple au Soudan, on assassine des centaines de milliers de gens et tout le monde s'en fout. Donc c'est vrai que le conflit du Proche-Orient, peut-être parce qu'on a une communauté musulmane très importante, peut-être parce qu'on a la première communauté juive d'Europe, c'est vrai que ce conflit polarise, radicalise, et que les médias de service public, même s'ils ont fait des efforts, ils sont contestables. Beaucoup moins, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à la BBC, le patron de la BBC vient de démissionner en raison de trucages qui ont été faits par la BBC. Même si, évidemment, nous sommes là, on y est très sensible, si je compare à ce qui se passe dans d'autres pays, là encore, hein, je relativise parce que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, en Espagne et même en Italie, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes, anti-israéliennes, une violence incroyable qu'on n'a pas eu en France. On n'a pas eu. On a eu des actes, on a eu des choses, on a eu Sciences Po, mais par exemple, les images qu'on a vues au Royaume-Uni de milliers de musulmans affichant ostentatoirement leur appartenance à leur religion contre Israël, ce qu'on a vu en Australie, ce qu'on a vu en Italie, les émeutes carrément. On n'a pas eu en France. Donc la France, bien sûr, nous on y est, donc on est très sensible à ce qui s'y passe, mais quand on regarde par rapport à d'autres pays, les médias par exemple espagnols, les médias publics espagnols, c'est horrible. Les médias publics anglais, ça a été la BBC, ça a été horrible. Et donc, même si chez nous, il y a bien des choses à dire, on est resté quand même, parce qu'il y a l'ARCOM, parce qu'il y a peut-être aussi parce que les médias de droite surveillent le service public et le rappel à l'ordre, on a quand même une atmosphère de débat public qui est moins envenimée qu'ailleurs. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est moins envenimée. Mais globalement, c'est sûr qu'il y a un sujet d'Israël dans la façon dont c'est médiatisé. La fameuse expression « no Jews, no news » est très vraie. Vous étiez heureux d'être avec nous ce soir à Créteil, cher Denis? Ravi. Merci. Nous aussi. On les applaudit chaleureusement. On vous remercie chaleureusement. Le moment est venu pour vous tous, chers amis, de rencontrer Denis Oliven en tête-à-tête. Vous allez pouvoir lui parler. Et il va évidemment dédicacer aussi son dictionnaire amoureux des Juifs de France. Merci à tous. Les prochaines soirées, c'est Gilles Kepel, Christophe Barbier, et on a un duo Bacharan-Simonet. Voilà, 3.